Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes bien dans l'Agora 1, si vous aviez des doutes. Non, c'est bien ici que ça se passe. Donc, je m'appelle H.S. un peu, donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Juste petit rappel, donc que vous sachiez, les Batitalks, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de conférence qui va se dérouler sur les 4 prochains jours ici au Salon Batimat. Un programme, évidemment, pour s'interroger sur les transitions que le secteur du bâtiment doit réussir pour se décarboner et se moderniser, et tout en répondant aux grands défis des années à venir, notamment les défis du logement et l'adaptation des villes. Donc, je tenais à préciser que cette édition du Mondial du bâtiment, en tant que salon professionnel, c'est aussi efforcé à réduire son empreinte carbone, par exemple en favorisant l'éco-conception des stands et en repensant la logistique et les transports des participants. Donc vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur le site de Batimat. Et je reviens sur le programme des conférences. Donc vous avez, pour ceux qui étaient là ce matin, on a eu de la chance d'entendre plusieurs interventions, donc de l'ancien président de la République François Hollande, mais également de Benoît Bazin et Nicolas Dufresne, ils étaient là ce matin justement pour nous interpeller sur les révolutions et sur les grands défis et ce qu'il reste à accomplir pour que le bâtiment, les territoires et le pays embrassent justement cette trajectoire de la décarbonation. Donc on va en parler toute la journée. Donc pour ouvrir cette journée de conférence, nous allons consacrer la prochaine heure, et plutôt 1h30 de discussion, à l'industrialisation de la construction. Et nous allons demander pourquoi est-ce qu'il est urgent justement d'industrialiser la construction, comment mettre en place les conditions pour une industrialisation réussie et qu'est-ce qu'on doit faire différemment, que doit faire l'industrie de la construction pour améliorer sa productivité et sa compétitivité en respectant ses engagements bas carbone. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux donc, en utilisant le hashtag Batimat 2022 si vous voulez partager en tout cas vos remarques ou ce que vous avez pu retenir des différents talks. La première intervention, mesdames et messieurs, de cette session va se dérouler en anglais, mais pas de panique. Je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran avec votre téléphone pour accéder à la traduction si vous en avez besoin. Et je suis sûre que la plupart d'entre nous n'en ont pas besoin, donc je pense que ça devrait aller. Donc, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to call on stage the founder of Cast Consultancy specialized in the construction sector, and also author of the report, Modernize or Die. So please join me in giving a huge welcome to Mark Farmer. It's great to be back at Batimat. I was here in 2019. A lot has happened in the world since then. And many of the things that have happened represent direct challenges to the construction industry. A lot of what you've heard in the last hour or so has been related to decarbonisation. How is the construction industry and the built environment sector going to protect against climate change? And we have a huge responsibility. And what I'm about to talk about for the next 20 minutes or so is directly linked to that, because I believe the only way we're going to decarbonise is to think differently about what we build, actually if we build it, and most importantly, how we build it. And those things are going to determine whether we are successful in our carbon reduction challenge going forward. So the report I wrote for the UK government in 2016, Modernise or Die, had one central conclusion, and that was that we were running out of labour in the UK construction industry. And that is not unique to Britain. It is a Western developed economy common theme, that less and less people want to work in construction, and we are at threat of losing more people than gaining more people in the years ahead. We all have ageing demographics in developed economies, but we are massively labour intensive. And because we're poor productivity, that combination represents a massive challenge. And that was the heart of my
conclusions for the British government in 2016. Since then, the British government have been very active. They listened. They understand that they need a modern construction industry. They need a construction industry that can build houses, can drive infrastructure, can deliver economic growth, because it is one of the biggest multipliers. So lots of reports, lots of policy in the UK. No one single policy that was big enough to move us to industrialisation, but lots of smaller things that have helped us along the way. As I say, since I was last here in Paris, lots has happened. Some of it specific to the UK, some of it global. So the UK has left the European Union. Brexit has happened. We have come out of COVID after 2 years of pandemic. We now have one of the first major European wars in Ukraine since 1945. We have a global economic crisis, or a growing crisis. We have a new Prime Minister in the UK, political change. So lots of challenges that the construction industry is having to face into. One of those issues is scarcity of resources. Scarcity of labour I've already spoken about. But actually during COVID, and because of Brexit for the UK, we often have scarcity of materials. Both of those things are driving price volatility. Prices are going up, inflation. But these are things that we knew anyway, before COVID and before Ukraine. In the UK, our workforce in construction is dangerously skewed towards reliance on migrant labour, particularly from the EU. So our younger construction workforce is mostly from the EU, not British. As our British workforce retires, it means our workforce is shrinking every year. So our ability as a construction industry to grow is under massive threat. That is shown in this graph that illustrates that peak construction employment, so before the global financial crisis till pre-COVID, we were not able to get back to the previous high level of employment we had before the financial crisis. First time that has ever happened in an economic cycle in the UK. Exactly the same in the United States. They were unable to get back to the peak construction labour that they achieved at pre-global financial crisis. That tells us that our industry is in distress. Our ability to use human resources and labour intensity is under stress. Not only do we have a productivity issue, though, with labour, we have a business model problem. So this graph is showing that for every €1 spent on construction, 50 cents is nothing to do with the labour and material at the workface. It's everything else. It's the management, it's the waste, it's the risk transfer, it's the overheads, it's the profit, it's the design. So we only spend 50% on the true net value add. Huge, huge on-cost and transactional waste. And not only do we have a problem with labour and getting labour, we have a problem with the skills and competency of that labour. So much of what we do in construction is waste because it has to be done again. We have a big problem with rework, a big problem with defects. All of this means we're more and more inefficient, all of which has a carbon footprint as well. Interestingly, during COVID, certainly in the UK, our productivity on construction sites went up. The reason for that is that we were allowed less people on construction sites. So the problems we have of managing lots of labour in small spaces went away. So team productivity went up. Overall output went down. But what it showed is that our model of construction of using lots of people but poor productivity does not work. And there is a different way. And it took COVID to show us. Now we're out of COVID, we've gone back to what we used to do. So we've forgotten the learning from that. So with all of these problems, you would think that construction would think we need to modernise, we need to industrialise, we need to innovate. But is it? That's the big question.
Post-COVID in the UK, the government has initiated a big infrastructure programme. I believe it's the same here in France. I believe it's the same in many countries. Post-COVID, governments trying to use infrastructure, roads, railways, defence, schools, hospitals, as a means of growing economies post-pandemic. In the UK, we have problems delivering that already. We have a problem with our biggest infrastructure project, High Speed 2, one of the biggest rail projects in Europe. It's already over budget. It's already behind schedule. We have a problem with the affordability of our new hospital building programme. Costs have gone up so much, we can't afford the number of hospitals we thought we were going to get. So the industry is struggling to be used as an economic multiplier. Not only that, the finance and insurance markets are starting to look at construction and think, something's wrong, it doesn't work. I'm going to put premiums up, or I'm going to put interest or borrowing rates up, or I'm not going to lend to construction companies. Huge risk for the sustainability of our industry. So how I would summarise this is a perfect storm. We have resource scarcity that I've spoken about, labour, materials even, in terms of supply chains. We have regulations coming in around carbon, building safety. We have investors increasingly wanting more from construction. ESG, you'll hear about ESG a lot. Investors want to invest in a certain way. So all of that is extra cost for construction. It makes construction more difficult. Just at a time when economic turmoil in the world means demand for construction is possibly going to go down. And prices may well have to come down for construction firms to win work. So it's not a positive mix at the moment. The one thing that I believe is the biggest driver for change, which is the theme of this conference, and it is what's been spoken about this morning already, is carbon. The drive to decarbonise the world and world economies, and construction's role in that is huge. It could be the single biggest driver of modernisation in the industry, alongside labour scarcity. So two issues, labour scarcity, but carbon, and governments legislating and regulating carbon will change our industry. It has no choice. It cannot build lower carbon buildings in operation and in embodied carbon without changing how it does things. It has no choice. However, the UK industrialisation market is tough. In the last 2 or 3 years, partly linked to COVID, partly linked to economic circumstances, new businesses industrialising, modern methods of construction, off-site manufacture have started and have failed. So this is not easy. To change our industry is not easy. There is risk, and there will continue to be risk. But there is also risk in doing nothing. If you do nothing with everything that's happening, you will not have a business in 10 years' time. So to move forward, you need to change, but you need to be very, very clear on your business model. You also need to think about industrialisation, not just as volumetric or modular, modular in 3D. Off-site manufacturing is very, very different types. In the UK, we have categorised it. This is the categorisation of off-site in the UK. 7 categories, from modular volumetric through to digital site construction, everything in between. And all of these are increasing what I call pre-manufactured value, the percentage proportion of a job that is manufactured. Industrialisation is not binary, it's not all or nothing, it's a spectrum. And what we need to do is move the dial. And we need to move the dial from what is about 40% manufactured goods at the moment on a construction project, certainly for homes and residential, to about 55%. 40 to 55% could transform our industry. It will improve carbon, it will improve productivity, it will improve health and safety. Massively important. One of the things that I am doing in my business in London is measuring outcomes to pre-manufactured value. And we're starting to plot correlations on if you increase your PMV, what do you get as an outcome?
Do you get more certainty? Do you get less accidents on site? Do you get less defects? Do you get a quicker building? The early answers are yes. The more you can measure it, the more you can show it, the more the industry will listen. We're also seeing contractors, general contractors in the UK, change to industrialisation at a speed we've never seen before. COVID has driven some of that, but actually labour supply is now so scarce that the contractors are realising they have to change their model. So lots of these contractors you see here are buying modular companies, manufacturing companies, digital companies to help them build differently. And the most successful parts of the UK industrialisation sector are not volumetric modular. They're hybrid manufacturing. They're parts of jobs where you have traditional construction on site and manufactured construction side by side. Panels, sub-assemblies, mini modules, digital techniques, augmented reality. That is where most of the growth in pre-manufactured value is happening in the UK. We can't forget about skills though. We have a problem with labour, we have a problem attracting labour, but we need to have the right skills. If we have labour with the wrong skills, we have a problem still. And the UK hasn't done enough to retrain its workforce. We have a big issue with retrofit, as you have in France. We have to alter existing buildings. We have to build new buildings differently. That needs new skills. We need to retrain and upskill the workforce. And we need our construction workers to have both skills, not one or the other. They need to be able to work in the current industry and they need to be able to work in the future industry. If they just have future skills, they're not employable. Contractors will not use them. You have to know how to work now, today, on a construction site, but also be prepared and be skilled to work in 5, 10 years' time with different skills. So you need both. In the UK, we are at a really important point. We have political turmoil. As of this morning, we still have political turmoil in the UK. There are big challenges to our economy to grow. One of the options on the table is to let in cheap labour in big volume to do construction. My personal opinion is it would be a massive mistake. What we need is less labour doing things more productively, less wastefully. We need to train and skill the workers to work with less, to be more efficient, be more carbon efficient. You will not do it just by flooding sites with more and more people from any part of the world. It does not work. We've just changed Prime Minister in the UK. Our Prime Minister's first visit to the UK industrial sector 2 weeks ago was to a modular factory. So who knows, maybe that's a good sign. Maybe it's a sign that the British government wants to continue the path of change. We will see. Here in France, very positive signs that your government wants your industry to change as well. We heard Monsieur Hollande earlier talking about climate change and the challenge we have. You have RAY 2020. You have your mandate for lower embodied carbon buildings, public buildings, use of timber, doing things differently. You have more off-site prefabricated buildings being used in 2021. You have great organisations like Orsite. You have great academic institutions like Centrale Lille. You have a fantastic platform for growth in France, industrialisation and innovation. And let's hope both UK and France can innovate and industrialise together. Thank you. Happy to take questions. Thank you, Mark. Maybe if we have some questions, si vous avez des questions de la salle, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main. Nous avons des micros, donc n'hésitez pas. Donc maybe I will start with this, Mark. I will take a first question just before the audience get warmed up a little bit. So, what do you think will be the highest drivers of change, in the international construction market as we go forward in such a period of high volatility? I think the two biggest drivers for change in construction
are going to be what I mentioned in my presentation. Firstly, labour market scarcity. So the lack of workers in construction, an ageing workforce, less kids wanting to come into construction, they want to do different things, means that we have a squeeze on resources. We just have less people. So I think that's a huge challenge for an industry that relies on labour intensity. Our industry needs lots of people to do things. If we have less people, we have to change. The other thing is carbon. So decarbonisation for me is one of the big things that's changed since my report actually in 2016. Carbon has become a global priority. It was always there in the background, but in the last 3 or 4 years, it's now become politically important, it's societally important. We have to protect our planet, and construction, built environment is 40% of all carbon emissions. If we don't change what we do, and governments will regulate, as they have here in France, and they will also across the world, then we've got a massive problem. So for me, those two things, labour availability and decarbonisation, are the biggest drivers of change. And it's across industries. We've seen not just in the construction sector, talents has been a critical topic for all industries. And I was very impressed this morning listening to Benoît Bazin from Saint-Gobain saying that they managed to attract 7,000 young people into the industry, and which is a good sign. It means that even if they are scarce, the young people still want to work in the construction industry, which is great. But you were also saying that how do we train our talents? How do we manage those talents if they need to do what we've been doing in the industry traditionally and have those future skills you were talking about? That's quite challenging. I mean, for people in the sector to have like those talents who also know what we're doing right now and also have the future skills. It is. It's very challenging, and I think but it's important that we approach it like that. We have to have a transitional period where our workforce is capable of delivering very traditionally, because that is where the bulk of the employment is in a traditional industry, doing things today here around us in a way that we've been doing it for 100 years. If you can't do that, you're potentially not employable. But because our industry is changing, and it's changing fast, you need to have those more future-facing skills. And for me, it's about training programs in colleges, in universities. It's about the course content. The curriculum has to be modular. It has to have parts of it which are traditional, parts of it which are digital, manufacturing, advanced skills. You can't have one or the other, because I think the danger is you limit your potential to be employable in the current climate. And we are in volatile times. So you need to be employable for employers doing things traditionally, but also you can help your employer, if you have the right skills, transition their business, because you are able to use digital construction, you are able to use manufacturing techniques. And increasingly, as I've said, the growth is in the interface between manufacturing and construction. It's not binary. So understanding, as a bricklayer, for instance, how you lay bricks or blocks next to high precision tolerance manufactured panels, and the interfaces between the two parts of your construction are really important. That needs new skills. You need to lay a brick, but you also need high dimensional tolerance. You might need new jointing details, new insulation fixing details. You need both. Same with architects, engineers, site managers, project managers. You need to have two sides to your brain. And I think we'll need that for 10, maybe 15 years to be able to manage our industry through transition to a different point. Peut-être des questions de la salle? Si... Thank you, Mark, for the presentation. I have one question. What are the lessons learned from the failure of some companies like Catera or Urban Splash? Thank you. So for me, the biggest lesson is that you can have a poorly run industrialization company as well as a poorly run traditional construction company. And ultimately, the failures are not down to the theory of industrialization. The failures are down to a business model that is flawed and wrong. So it's either there's no end demand, there's no link with an end customer.
You just build a factory, you put lots of fancy machinery in it, but you have no customers. It doesn't make any sense. You have to think about who's going to buy your products. Any business has to do that. And some of the biggest failures, Katera being one, they thought that the customers would come to them. They didn't connect with their markets. They didn't think about the markets they were selling into. So it's basic bad business. So, lots of people saying, oh, these companies are going bust. Industrialization is never going to happen. It's not about industrialization. It's about business management. You have to be able to run a business. Thank you. Any other question from the audience? Vous avez une question? N'hésitez pas. Maybe this one by the time we get one from the audience. So we cannot turn a blind eye on what's happening right now in the world. There's so many things you spoke about in your presentation yourself. So this world recession risk that we're facing, it's something that can, you think it could kind of hinder the acceleration we're talking about, the acceleration to decarbonize the energy transition, all of that can hinder all the innovations we've seen in the recent years. So what impact could that have on what we're trying to achieve? I do worry that it is a risk to innovation and change and modernisation. I worry that some businesses will think about innovation and research and development as being, we'll do that when the good times are back. So if we're in a recession, we have to get back to basics. We have to do things the same old way. We have to cut costs. My view is that's a massive mistake. But I can understand why. It's human nature. People will think that way, and we have to understand that. I'm also nervous that some governments, including the British government, will think that regulation, including things like carbon, decarbonisation, is a burden on business. So in trying to grow economies, they might backtrack on regulation, even if it's temporary. I think if that happens, that's a mistake as well. We have to set clear trajectory and path to saying we're doing it. Even if the economy is unhealthy, we have to keep doing it. We can't keep going back and forth. So for me, it's about, I see the industry splitting in two. I see some companies embracing change and taking this time of recession to accelerate because they know that when we come out the other side, we'll have a very different market, and I see other businesses going backwards. So I see it polarizing between the two. Maybe a question, une dernière question. Merci. Let's see, hopefully the mics work. Now it's working. Thank you. Do you see as well some other trends linked to the offsite, meaning that there could be less new buildings and more renovation, and how to, let's say, move from this new building to more renovation, and is the demontability a matter as well in the offsite development? Yeah, it's an interesting question. I definitely see circular economy, circularity as being increasingly important in how we design, what we design, how we build it, how we dismantle it, and that whole life carbon debate is massively important. We have a huge debate going on in the UK at the moment over demolition and rebuild. So we have some big schemes in London that the planners have said, no, you have to keep the building. And part of it is heritage, but actually part of it is embodied carbon. So the idea of creating innovation in a retrofit, refurbishment, remodelling sense is going to be increasingly important. It's not just about new build. Mm-hmm. So we need to have innovation in how we refit, how we repurpose, how we create buildings that can be remodelled, dismantled properly without extensive demolition. And that needs a lot of thought. I'm not sure, certainly the UK modern methods market, I don't think it's quite there yet. This is a new theme that's coming in, but I think it's going to be increasingly important as we increasingly challenge what it is we build and whether we have to build it. You know, we can't keep building new things. We should be using and reusing what we're building already. Thank you. I think that's quite all the time we have, but
then probably the bottom line being climate goals and building objectives can also go hand in hand in a way. Exactly. For me, the whole climate change agenda, modernising our construction industry are two things completely interlinked. We have to do one to do the other. Fantastic. Thank you. Ladies and gentlemen, Mark Farmer, thank you so much. Thank you, Mark. Et nous allons continuer. Vous avez entendu Mark Farmer et on va continuer de discuter, de parler de l'industrialisation de la construction. On sait que ça représente un défi important, mais inévitable pour le secteur. Investir dans le capital humain et changer nos modèles économiques, évidemment, sera primordial pour grandir, pour garantir justement cette transformation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça va se traduire en matière de supply chain? Quel nouveau modèle de construction pouvons-nous mettre en place? Et nous allons en discuter tout de suite. Et pour cela, j'appelle Karim Bédiard. Bonjour Karim, voilà un micro pour vous. Et j'espère que ça marche. Merci Karim. Donc Karim, juste pour rappeler à notre audience, donc vous êtes le directeur régional recherche et innovation, vous êtes responsable national du domaine ville du futur. Un petit mot là-dessus déjà? Oui, c'est vrai que c'est un terme un peu ample. En fait, c'est pour désigner un peu ce que l'on fait en matière de recherche, d'innovation et d'enseignement, à savoir se projeter vers cette fameuse ville durable et frugale. Voilà. Karim, je vous demanderai de rapprocher votre micro. J'espère qu'on s'entend. Oui, tout va bien. Ouais. Donc, vous avez publié aux éditions du Nord en 2021 « Construction hors site ». Hein, c'est bien ça, hein, et massification de la rénovation énergétique en 2022. Donc, vous avez entendu les intervenants depuis ce matin. Donc, on parle depuis quelques années du bâtiment intelligent, le smart building. Comment est-ce que vous le définissez aujourd'hui, justement? Donc, ce serait intéressant d'avoir un peu votre vision. Est-ce qu'il est différent d'un bâtiment hors site? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait. D'abord, le livre, je ne suis pas le seul auteur, je suis co-auteur. Donc, il y a Pascal Chazal et Aurélie Clairaut. Alors, un bâtiment intelligent, dit intelligent, si on voulait bien le définir, donc c'est un bâtiment qui est doté d'IoT, de capteurs intelligents qui permettent à ce bâtiment-là d'améliorer et d'optimiser son fonctionnement. Ça permet également à ce bâtiment-là évidemment d'avoir pour l'occupant les conditions de confort, de sécurité et de santé. Et le bâtiment peut également communiquer avec l'extérieur. J'ai un petit souci sémantique, c'est-à-dire qu'on parle d'un bâtiment intelligent. D'abord, c'est pas gentil pour les autres bâtiments déjà, voilà. Et ensuite, un bâtiment intelligent, c'est avec, moi je ne sais pas mesurer son QI, son quotient intellectuel. Donc pour moi, il y a un mot à retravailler. Mm-hmm. Quand on regarde de manière sérieuse et fine les travaux de recherche actuels dans le domaine, je dirais que le bâtiment d'aujourd'hui, il est certes connecté, au mieux communicant, intelligent, peut-être pas encore en tout cas. En tout cas, on est loin, hein, mais on aimerait qu'il soit plus intelligent, justement. Donc, vous avez entendu Mark Farmer qui parlait justement on a une question d'ailleurs à ce sujet, on parlait des bâtiments, est-ce qu'il faut construire des nouveaux, est-ce qu'il faut rénover ceux qui existent? Comment est-ce qu'on peut moderniser les modèles de construction actuels? Je pense que l'excellent Mark Farmer a tout dit, mais ce que je pourrais rajouter à cela, c'est que évidemment, pour moderniser, la recherche et l'innovation est un élément très très important. J'espère qu'on va revenir là-dessus parce que pour moi, c'est un sujet vraiment prégnant. Ensuite, comment moderniser? Pour moi, il y a deux leviers qui doivent être actionnés de manière simultanée. D'abord, l'industrialisation. Ensuite, la numérisation. Mm-hmm. Alors, l'industrialisation dans le bâtiment... je me plais à chaque fois à le dire, mais à contre-cœur, c'est que l'industrie des bâtiments, c'est la seule
industrie qui n'a pas encore fait sa révolution industrielle. C'est quand même dommage. Il faudrait peut-être qu'on la fasse un jour. Alors pour industrialiser, donc l'industrialisation suppose un certain nombre de choses. Elle suppose beaucoup de travail collaboratif et beaucoup de standardisation. Pardon, c'est difficile à dire. Donc ça, pour qu'on puisse industrialiser dans le bâtiment, on doit avoir les réflexes d'un industriel. On ne peut pas continuer à travailler comme jadis. Ensuite, la numérisation, dans le domaine du bâtiment, on y est, notamment avec, depuis l'arrivée du BIM, qui se développe de manière assez intéressante maintenant, depuis 2009-2010. Donc on doit continuer là-dessus, la filière doit continuer là-dessus. Et puis, en plus de BIM, les outils techno arrivent, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, maintenant on l'a de plus en plus, de manière opérationnelle sur certains chantiers. La robotique, l'impression 3D, Mark Farmer, il en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis on va tout doucement, de manière sérieuse, vers l'introduction de l'intelligence artificielle, notamment dans les jumeaux numériques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parle de bâtiments intelligents, on n'y est pas encore tout à fait. Et justement, la construction hors site, ça pourrait être une solution. Quels sont justement les avantages? Nous, en France, on est un peu en retard là-dessus. Alors, la construction hors site, c'est une des solutions. Ce n'est pas la solution. Pour moi, là-dessus, je cite beaucoup M. Mogard, l'ex-directeur du CSTB, qui a œuvré beaucoup avec d'autres sur cette approche systémique, à savoir mobiliser plusieurs solutions différentes, plusieurs angles de vue, plusieurs disciplines, pour faire en sorte que le bâtiment retrouve le chemin de la durabilité, de la frugalité et évidemment le chemin économique. Alors maintenant, la construction au site, évidemment pour moi c'est une solution très importante. C'est une solution clé. Pourquoi? Parce qu'elle a plein d'avantages. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure, mais en tout cas pour moi c'est une solution importante, mais c'est pas la solution. Très bien. Et on parle notamment de lean construction. Donc ça, est-ce que peut-être vous pouvez démarrer en expliquant ce que c'est le lean construction, et est-ce que c'est une pratique qui va aller plus vers une généralisation dans le futur? Le lean construction, c'est une méthode industrielle qui vient de la construction automobile japonaise des années 50-60 de mémoire. Donc c'est une méthode industrielle qui est rentrée depuis quelques années, et on est content, dans le domaine de la construction. En fait, elle consiste tout simplement à avoir du bon sens et d'essayer de faire en sorte d'éliminer les gaspillages et de se concentrer sur la valeur ajoutée dans une opération. Voilà, pour faire simple. C'est-à-dire éliminer tout ce qui pourrait ne pas apporter de valeur dans le process et se concentrer là où c'est créateur de valeur. C'est cela. Être plus efficace, éliminer les gaspillages. Mais est-ce que ça veut dire tout le temps que c'est en adéquation avec l'environnement? Oui, bien sûr, parce que le lean est une méthode d'abord d'excellence opérationnelle, mais évidemment derrière, elle sert la cause écologique et environnementale. Ça va de soi, par rapport notamment à la partie circularité qu'a abordé Mark Farmer et tout ce qui est économie circulaire. Alors le lean se développe dans le domaine de la construction de plus en plus, porté par évidemment les majors, les entreprises majeures, pas mal de bureaux d'ingénierie, mais également pas mal de bureaux de consulting qui font ça de manière très bien, très sérieuse. Oui, je suis assez optimiste sur une introduction très forte, peut-être la généralisation, mais on y vient parce que dans cette méthode-là, le lean, il y a des vertus directes, opérationnelles, et donc des gains financiers et d'efficacité. Donc, comme c'est efficace, je pense qu'on va l'adopter de plus en plus dans le domaine de la construction.
Et justement, sur l'aspect énergie, hein, vraiment on parle de transition énergétique, on parle justement de rénovation énergétique dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour accélérer? La question de la rénovation énergétique, c'est une question qui a été abordée ce matin par le directeur R&D de Saint-Gobain, son nom m'échappe. Nicolas Dufresne. Qui me pardonne, voilà. Et ensuite par Mark Farmer. Évidemment, la rénovation énergétique, c'est une question très importante. Je tiens juste à rappeler que la stratégie nationale bas carbone prévoit la neutralité carbone à horizon de 2050. Pour y arriver, le chantier est monumental. Les derniers chiffres parlent de 700 000 à 1,2 million de bâtiments à rénover par an pour satisfaire à cette exigence-là. 1,2 million d'après la Convention citoyenne pour le climat, 700 000 par le gouvernement. On ne peut pas y arriver. D'abord, sur la question de la rénovation énergétique, on a quand même dépensé beaucoup d'argent. Pour ne pas citer notre président, on a dépensé un pognon de dingue. Voilà. Avec des résultats qui sont faibles, voire médiocres. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait qu'on change de paradigme. Et une des voies, pour moi, prometteuses, c'est évidemment la massification énergétique. C'est d'utiliser tous les outils industriels de la construction hors site pour accélérer cette rénovation-là. On a des exemples très réussis d'approche, hein, comme Energy Sprong, qui marche très bien, qui nous vient des Pays-Bas, mais qui marche très très bien en France. Donc oui, on doit changer de paradigme sur la question de la rénovation énergétique. Et évidemment, l'utilisation des outils de l'industrie au sens large, l'approche hors site en particulier, ça doit y contribuer. Et si on parle de cette transformation industrielle, vous parliez que ce secteur, cette industrie n'a pas encore fait sa révolution. Donc justement, qu'est-ce qu'il faut pour accélérer? Alors, si on regarde par exemple ce qui s'est fait dans les pays nordiques en Europe, je ne parle même pas de l'Amérique du Nord. Si on prend l'exemple britannique avec la présence de Mark Farmer, Mark a parlé de son rapport Modernize or Die qui est écrit en 2016-2017. Juste après, le gouvernement anglais et notamment le comité scientifique et technique de la Chambre des Lords s'est emparé de ce travail-là, il l'a approfondi. Et dès 2018, en Angleterre, on a mis en place un plan Marshall. Et ce plan Marshall-là était d'industrialiser à fond la filière de la construction. Les résultats, ils sont là. Hein. L'objectif de 500 000 logements par an en Angleterre a été atteint, avec des constructions qualitatives faites de manière assez rapide et avec du respect de la partie évidemment environnementale. Donc moi je pense que le premier levier, c'est celui d'une prise en main par l'État de cette question-là. Je profite vraiment de cette assemblée-là pour en parler parce que on a constaté ça en Angleterre, même ailleurs. À chaque fois, pour développer la construction industrialisée, c'est d'abord l'État qui s'en empare. Et évidemment, l'État n'est pas seul, ça va de soi. Il y a aussi les filières, les fédérations françaises du bâtiment, la CAPEB et les autres, et l'écosystème industriel, les entreprises, et académique, celui des écoles. Donc tout ce monde-là doit se mettre au mouvement pour développer cette approche-là. Et honnêtement, hein, vu les enjeux climatiques et de productivité dans le domaine du BTP, on ne peut pas attendre. Voilà. On n'a plus le choix. Mais Karim, ce que vous dites, donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne le fait pas assez? On n'est pas tous autour de la table en train de réfléchir, à regarder dans la même direction pour accélérer justement cette transition dont on parle? Parce que finalement, si on regarde un peu le cahier des charges, on sait exactement où on veut aller et on sait plus ou moins ce qu'on doit faire. On ne se parle pas, c'est ça? Alors, je n'ai pas envie de donner
l'impression que je brosse un tableau noir, voilà, si jamais 0,1. Évidemment, il y a des efforts qui sont faits par l'État. Je citerai par exemple le dernier rapport sur l'industrialisation de la construction qui a été écrit par Bernard Michel et Rivaton, voilà, qui a donné des préconisations assez fortes. L'ex-ministère de l'Environnement, d'ailleurs, qui a conseillé fortement d'utiliser la massification énergétique en 2021. Donc il y a du progrès, mais je pense qu'il faut passer à la seconde, voire à la troisième par rapport à ça. Il y a des efforts, mais pour moi, ils ne sont pas suffisants. Et évidemment, il faut se parler parce que l'approche, la construction industrielle appelle diverses approches, divers points de vue, diverses compétences. Je ne parle pas forcément des compétences techniques, mais également politiques, industrielles et autres. Et donc, cette démarche collaborative de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, oui, pour moi, elle est évidemment un passage obligatoire. Et on en parlait justement tout à l'heure avec Marc, on parlait de talent, hein, de compétences. Et justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut faire justement pour faire monter les salariés en compétences pour répondre aux demandes actuelles, en tout cas, d'accompagner cette transformation industrielle à ces nouveaux métiers sans négliger ce qui a été fait aussi traditionnellement, ce que disait Marc tout à l'heure, on doit avoir les deux. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Alors, la question de la formation dans ce domaine, pour moi, est une question majeure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a beau bondir sur notre chaise construction industrialisée, s'il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiante, s'il n'y a pas des cadres, s'il n'y a pas des ingénieurs qualifiés, des ouvriers, on a beau bondir, on restera sur place. Si simple. En France, on n'a pas d'offre dans le domaine de la construction industrialisée hors site. Évidemment, j'exclus les travaux et les efforts pionniers de Campus hors site et de Pascal Chazal dans le domaine, qui a œuvré depuis des années et qui continue à le faire. Nous, CISI, École d'ingénieurs, en partenariat avec la CIM, avec justement Campus hors site et quelques industriels comme Avélis, Bouygues, justement, Conio et autres. On a ouvert la première formation diplômante, c'est un master spécialisé dans le domaine de la construction hors site. Mais hormis ça, il n'y a rien. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin de former à tous les étages. On a besoin de former des ouvriers, par exemple, les former au process, à la production, en suivant un process, parce que en gros, c'est des ouvriers avec une production industrielle. Les ouvriers, aujourd'hui, sur les chantiers traditionnels, ce sont des ouvriers par métier. Des plombiers, des carreleurs, des soudeurs, etc. Dans la construction hors site, on a besoin d'ouvriers industriels et donc formés au process. Donc vous voyez que là, il y a à légèrement déformer et reformer pour qu'on puisse avoir des ouvriers qui puissent travailler sur ce type de chantier. Au niveau ingénieur et au niveau cadre, oui, il y a aussi beaucoup de formations à faire. Moi, quand j'étais jeune ingénieur, on m'a appris que le chantier, c'est l'alpha et l'oméga d'un projet de construction, à juste titre. Oui, c'est important un chantier. Sauf que dans la construction hors site, la focale, elle doit être faite sur l'usine, pas forcément sur le chantier. Donc, préparer un chantier pour les jeunes ingénieurs, un chantier traditionnel ou un chantier hors site, c'est pas tout à fait la même chose. Gérer un projet pour les chefs de projet, là, c'est pareil, ce n'est pas la même chose. Quand on gère un projet en construction hors site, il y a quelques étapes qui viennent en plus. Il y a par exemple tout ce qui est supply chain, la logistique qui vient en plus. Il y a à centrer, pareil, davantage la focale, faire un zoom sur l'usine ou sur l'atelier, où il se passe énormément de choses. Donc vous voyez qu'il y a à former partout, le chantier est très important, et donc il nous faudrait davantage d'efforts sur cette question-là. Peut-être
selon vous, à quoi va ressembler, vous êtes responsable de la ville du futur, le bâtiment industrialisé de demain doit ressembler à quoi? D'abord, j'aimerais bien en avoir un peu plus de bâtiments industriels. Ça c'est la première chose. Pour moi, le bâtiment industrialisé de demain, c'est un bâtiment qui doit d'abord, vu les enjeux, respecter évidemment les considérations écologiques. Il doit être durable, frugal, c'est-à-dire fait avec un bâtiment qui a des performances intéressantes, mais avec le moindre effort, y compris financier. Donc, les ambiances dites intelligentes dans le bâtiment, il faut qu'elles soient réduites dans une logique frugale. On doit utiliser la technologie que lorsqu'on doit utiliser la technologie. Voilà. Un bâtiment intelligent ne doit pas être un arbre de Noël, un sapin de Noël, ça clignote de partout. Donc, on doit utiliser la techno là où on en a besoin. Ce n'est pas une fin en soi. Hein. Mais on doit utiliser la techno parce que ça permet, encore une fois, d'optimiser, de rationaliser, et ça, on en a besoin. C'est évidemment aussi un bâtiment tourné vers l'occupant, vers l'usage. Ce n'est pas juste une enveloppe superbe, mais qui ne prend pas en compte ce qui est à l'intérieur. Ça va de soi. Donc, en gros, le bâtiment du futur, c'est tout cela, mais pour y arriver, on a encore quelques efforts en matière de recherche et d'innovation à faire. Et justement, pour terminer, quel est votre message aux industriels qui sont là, qui sont ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour justement accélérer dans la bonne direction? Je ne suis pas forcément bien placé pour donner des conseils aux professionnels, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est peut-être des mots un peu galvaudés, mais je pense qu'il faut croire à l'avenir, à la technologie, parce qu'on est un secteur, le bâtiment, c'est un secteur qui est conservateur. On est comme ça, voilà. C'est un secteur bien ancré. Hein. Donc, on doit avoir un peu plus de confiance en l'avenir en adoptant, en embrassant justement ces nouvelles techniques, la construction industrialisée, un peu plus de techno, voilà. Je pense, je suis presque sûr que le salut de la filière construction viendrait de ce qui se passe dans la filière industrielle, manufacturière. C'est-à-dire qu'il y a tellement de développement dans l'industrie automobile et les autres industries, ils ont réussi à faire de belles choses avec moins. Donc je pense que le bâtiment doit s'inspirer de ça et évidemment garder toujours ce qui fait sa fierté et ses spécificités. Ça va de soi. Merci Karim Bédiar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, merci pour ces précisions et nous allons revenir dans quelques minutes pour continuer cette conversation. À tout de suite.